Vous pourrez dire, parmi ceux qui sont là, je ne connais pas Driss Chine. Le silence est une réponse éloquente. On croit souvent ce monsieur au sourire bienveillant, au regard vif et à la démarche rapide. Pourquoi démarche rapide? Parce que ce monsieur a maintes occupations. Étant membre de l'association de protection et de sauvegarde du littoral de l'Isère, de l'association de sauvegarde de la médina de l'Isère, et j'en passe, eh bien, ce monsieur, qui est souvent très occupé, a trouvé le moyen de se poser et d'écrire un livre. C'est donc à l'auteur que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Ce livre, comme le dit l'auteur, a été écrit pour faire plaisir avant tout à ses enfants et à toute sa famille, ce qui révèle une grande tendresse et un esprit de famille dont Driss ne se départira jamais tout au long de ce récit. Je vais essayer de vous dire, quels sont les moments qui m'ont interpellé dans ce récit. Alors, il y a eu d'abord, bien sûr, l'hommage à la famille. Pour moi, la famille, c'est très important, et ce qui m'a touchée, c'est de voir à quel point, pour Driss, c'est très important. Alors, il y a eu d'abord l'anecdote de Ritz, qui a déclenché chez lui le besoin qu'il avait de tenir ses promesses et d'écrire. Ça, c'est juste pour un peu l'introduction. Ceci est très très bien raconté à la page 21 et 23. Si vous voulez, je vous invite à les lire avec moi. Est-ce que ça vous plaît ou pas? Oui? Alors, Driss parle, il dit, à la page 21, en effet, il se trouve qu'un après-midi du mois de mars 2018, en cherchant dans ma bibliothèque et dans mes rangements un dossier personnel, je tombe sur un livre que j'ai acheté en 1998 à Paris et que j'ai immédiatement lu d'une seule traite à mon retour à Tunis. Ce livre s'intitule « Ritz, une histoire plus belle que la légende ». Je le prends et le temps de consulter pour un nouveau plaisir visuel, les photos illustrant son contenu, j'y découvre un morceau de papier sur lequel j'avais écrit en 1998 ceci. « Je dois me rappeler ce que m'a dit le gérant du Ritz. » C'était tout. Et ce fut peut-être, et encore une fois, le déclic final qui m'a décidé à écrire ce livre. Donc vous voyez cet homme qui, déjà, avait l'envie de lire et de découvrir, et j'ai découvert à travers ça que c'était quelqu'un vraiment d'esprit très très curieux, curiosité bien sûr dans le bon sens du terme. Voilà. Alors, je reviens. Pardon, tu m'enlèves ça, c'est pas presque la Alors, donc je reviens maintenant à ce que je disais, c'est-à-dire cet amour de la famille. Il a beaucoup parlé, il a commencé par parler de sa grand-mère maternelle, n'ayant pas eu, je pense, la chance, si mes souvenirs sont bons, de connaître son grand-père maternel. Il a donc décrit sa grand-mère maternelle et il l'a décrit d'une façon où on sent l'admiration et toute l'affection que ce petit garçon avait pour cette femme aimante et peu commune. Pourquoi aimante? Pourquoi peu commune? Parce que c'était une femme courageuse qui faisait de la broderie, qui nourrissait toute sa famille et qui finalement a été très fatiguée et a été obligée de renoncer à tout. Et ensuite, Driss tristement parle de son décès et du vide qu'elle a laissé en lui. Alors, si ça vous dit, on lit un petit peu la page 36, d'accord? Si vous n'êtes pas d'accord, vous me dites, hein? Voilà, mon mari va commencer à chahuter. Il n'est pas là. Comme d'habitude. Comme d'habitude. N'est-ce pas, oui? Ne change pas, mon ça. Merci, oui. Tu es un ami. Alors, en dehors de la maison qu'elle s'était fait bâtir, face à celle de la famille Mostachi, Fatou n'avait été propriétaire d'aucun autre bien. En effet, son défunt mari ne lui laissa ni pension de retraite, ni économie, ni un quelconque bien. Avant la guerre, elle aidait son mari grâce au travail en broderie. Spécialiste, elle exécutait ce travail avec passion. Ensuite, je saute quelques passages et je me dirige vers la fin de cette dame honorable. Vers l'année 1948, elle commença à sentir la fatigue et s'était vue obligée d'arrêter la broderie. Quelques mois plus tard, les médecins lui firent savoir qu'elle était devenue diabétique. Toutefois, depuis qu'elle vit naître ses petits-enfants, elle en fit sa raison d'être. En 1953, là c'est toujours Driss qui parle, nous étions déjà 7 petits-enfants en bas âge, toujours rassemblés autour d'elle.
Du matin au soir, Omi Fatouma ne nous lâchait pas, et ce, pour profiter de notre présence, comme si elle sentait sa fin s'approcher. Personnellement, je me souviens de son visage et de son allure. C'était une femme de taille moyenne, mince, au teint brun, dynamique, toujours souriant, très calme et parlant peu. Rongée par son méchant diabète, ma grand-mère maternelle, Omi Fatouma Ben Braham, nous quitta en 1953 à l'âge de 53 ans, soit 10 ans après son mariage. Paix à l'âme de cette dame, travailleuse et aimée de toute sa famille, de ses voisins et de tous ceux qui l'avaient connue. Donc là, on voit bien à quel point Driss est attaché donc, à cette grand-mère. Et ça m'a énormément émue, moi qui étais très attachée à mes grand-mères aussi, parce que finalement, on a beau faire, on s'identifie toujours un peu dans un livre, et chaque fois qu'on sent une impression qu'on partage avec l'auteur, on en est absolument enchanté, et ça a été le cas. Bien. Je reviens. Voilà, chaque fois, voilà. Il faut me laisser juste. Voilà, merci beaucoup. Bien. En dehors de ça, il y a aussi des hommages qu'il a rendus à des personnes honorables et honorées. Je cite ici M. Hamad Ibn Mosber, que j'ai connu très bien à la Yahmoud, et dont j'aime énormément les 4 enfants. Il a eu 4 beaux enfants, intelligents, travailleurs, courageux, remplis de qualité. Et là, je tiens à lui rendre hommage en lisant ce petit passage sur M. Mosber et sa famille. Alors, ça se trouve à la page 56 du livre. Non, mon livre à moi. Sur le livre, il y a le feuillet, page 56. Alors, chez les frères, je suis incapable de prononcer comme tu as prononcé toi, chez les frères Gesmi, paix à leur âme, pour avoir des nouvelles fraîches sur le déroulement. Non, pardon. Cheikh Hamad Iqbal, le boulanger avec qui il aimait bien discuter, etc. Il faut aussi rappeler que Ram Hamadi était le gendre d'Aram Simen Dawadi. Alors, je crois que je m'en c'est plus bas, je crois. Ah, voilà. Avec Ram Hamadi, Azizi aimait discuter surtout agriculture et chasse. Là, il s'agit bien de Hamad Ibn Mosber. À la fin de la rencontre, Ram Hamadi lui proposait chaque fois de le déposer lui-même en voiture, soit chez mes parents, soit chez oncle Tahar. Quelle courtoisie de la part d'un monsieur qui a toujours été connu à Bizerte pour son élégance, sa gentillesse, sa bonté et sa culture. Et là, je confirme. On peut fermer le livre. Oui, je souffre là un petit peu, je rame. Voilà. Alors, donc il y a eu l'hommage à Hamad Ibn Mosber, à la Yahmoud. Et puis, il y a eu aussi quelque chose qui m'a beaucoup ému, c'est quand Driss, enfant, s'est senti investi d'une grande mission qu'il a prise très au sérieux, celle d'annoncer à la femme de son oncle le décès de son mari. Il a été bouleversé et j'ai énormément aimé retrouver toute cette émotion quand il raconte ce passage. Et c'est vraiment un passage très émouvant qui se trouve à la page 43, mais je crois que c'est chez moi. Voilà. Alors, mon père, terrassé par la douleur, il venait d'apprendre le décès. Les larmes aux yeux me fit savoir qu'il ne pouvait même plus se lever de la chaise sur laquelle il s'était affalé. Il me chargea de la terrible et délicate mission d'informer Bibi et de ne le dire à personne d'autre. Il me recommanda avec insistance d'être discret et de ne laisser rien transparaître sur mon visage en cours de route. La tâche me sembla au-dessus de mes forces sur le coup, mais voyant à quel point mon père était tétanisé par les nouvelles, je n'eus d'autre choix que de lui obéir. Ça vraiment, j'adore cette phrase, parce que ça montre à quel point cet enfant était déjà mûr et à quel point il a senti que c'était sérieux et qu'il fallait le faire. Et c'est terriblement... Et il a senti à quel point aussi c'était douloureux. Et je pense que tu devais avoir 13 ans, Driss, c'est ça? Je pense qu'à 13 ans, il y a beaucoup d'enfants qui ne se rendent pas compte à quel point une mort peut être douloureuse. Mais lui, il a senti. Donc moi, j'ai senti ce qu'il a senti. Et je l'en ai beaucoup admiré.
Alors je lis le petit passage. Un petit temps, alors il arrive, donc il s'installe, la fille part faire je ne sais pas quoi à la cuisine, on lui met des sucreries et il dit un petit temps mort, c'est au bas de la page 43, sans toucher aux petites sucreries, servies à mon intention sur une table basse, seule face à Bibi, je la fixai des yeux, je la regardai avec insistance et j'eus enfin le courage de lui révéler la terrible nouvelle au moment où un tremblement du corps commençait à m'agiter. Des cris et des pleurs indescriptibles se répandirent dans la maison, etc. Et la Bibi s'écroula par terre. Alors vraiment, c'est un passage extrêmement émouvant qu'on pourrait même faire passer dans un truc cinématographique, quelque chose comme ça. Je veux dire, c'est tellement vivant, c'est tellement bien décrit que ça m'a vraiment énormément touchée. Voilà. Merci. Alors, ensuite, la grande part que j'ai réservée, enfin, c'est celle qu'il réserve, lui, au portrait de son grand-père paternel. Et là, j'insiste parce qu'il se fait que ce grand-père paternel était quelqu'un de très droit, de très rigide, qui avait des qualités extraordinaires. Et Driss en a été tout imprégné et il était plein d'admiration, et il est encore, pour ce grand-père. Alors, ce grand-père a eu, il a eu un problème avec l'histoire de coffre. C'est ça qui montre par-dessus tout sa droiture, et j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'était pendant le protectorat, avec la guerre, etc., les Allemands, les Français. Et à un moment donné, il s'est retrouvé dépositaire d'un coffre que lui a confié les Français, afin que les Allemands ne tombent pas dessus. Alors, le grand-père a caché le coffre, comme on lui avait demandé, bien soigneusement, et à un moment donné, est arrivé le moment où il devait restituer le coffre. Donc, il est allé restituer le coffre, et le supérieur français auquel il a remis a voulu le récompenser en lui donnant quelques pièces d'or. Le grand-père a refusé. Donc ça, c'était déjà extraordinaire. Mieux encore, et Driss le dit, au bout de quelques temps, voilà que, dans le ménage, sa femme, etc., trouve quelques pièces d'or qui étaient tombées du coffre pendant, je ne sais pas, un déménagement, je ne sais pas quoi. Et voilà que le grand-père se retrouve avec des pièces d'or qui ne lui appartenaient pas et qu'il voulait absolument restituer à ce Français qui les lui avait remis. Alors, il était dans tous ses états, il est parti à droite et à gauche, et finalement, il est arrivé, on lui a dit, ça n'est pas la peine d'insister, le Français n'est pas là, il est en déplacement, je crois, il devait partir au port ou quelque chose comme ça. Je ne vais pas lire le passage, ou bien je le lis, je ne sais pas. Enfin, voilà, je voulais raconter en tout cas à ma façon, avec mon émotion, et il est arrivé, il a tenu bon, il était tenace, il était vraiment têtu, obstiné, il a absolument voulu ramener les pièces. Donc il a suivi ce monsieur dans son parcours et il est arrivé au moment où il allait s'embarquer. Et il a donné des pièces d'or. Le monsieur a presque trouvé ça bizarre. Vous voyez, trouver un geste d'honnêteté comme ça, bizarre. Et avoir ce genre d'honnêteté. Ça, pour moi, ça me laisse complètement sur le carreau. Et je dis vraiment bravo à toute cette famille. Voilà. Et puis il y a aussi, bien sûr, la large part qu'il a faite à sa femme, la ravissante Monia qui est devant nous, qui a été mon élève, que je ne suis pas prête d'oublier. Et alors, il parle de ses fiançailles. Alors là, non, il faut que je lise absolument. Voilà. J'ai connu Monia par l'intermédiaire de ma sœur Benjamine, Sophia, en février 1976. Elle était élève au lycée et n'avait pas encore atteint ses 18 ans. Nous avions célébré nos fiançailles au mois d'avril de la même année 1976. Pour bien nous préparer au mariage mutuellement, nous nous étions mis d'accord 2 ans auparavant sur la date du 7 juillet. Durant ces 2 années de fiançailles, nous nous voyions régulièrement et effectuions un tour en ville, surtout en voiture. Je travaillais à Tunis et je rentrais à Bizerte au moins 2 fois par semaine, le mercredi et le vendredi. Si c'est pas de l'amour, ça, c'est quoi?
N'est-ce pas, Simone Sophie? Le mercredi, j'arrivais en fin de journée et j'allais la voir chez ses parents pour passer en sa douce compagnie une partie de la soirée. Et le vendredi soir, je renouvelais ma visite chez ses parents, samedi et dimanche. Monia sortait en ma compagnie et nous passions d'heureux moments ensemble. En voiture. Ces 2 années précédant notre mariage m'avaient paru comme une éternelle félicité. Voilà. Messieurs, prenez de la graine. Finalement, le grand et immense cadeau que je voulais lui offrir et qui consistait en la célébration de notre mariage, le jour de son anniversaire, eut lieu le 7 juillet 78. Ce jour-là, elle avait eu ses 20 ans et nos noces furent célébrées à la grande salle des fêtes de la municipalité de Bizerte. Nous aussi, on s'est mariés là-bas. Où ça? Ben, comme nous deux, là. Et toi, tu as oublié, bien sûr. Nous continuons notre fête. Non, je vais l'arrêter. Nous continuons notre fête dans notre nid d'amour. Si, assis des selles. Attends, toi, c'est un livre. Nous étions seuls à passer cette première nuit de noces qui s'était prolongée jusqu'à l'heure. Là, t'aurais pas voulu qu'ils étaient morts avec moi. Nous écoutions les chansons d'Olkaltoum, mais surtout celle de Ferid Latesh intitulée Rabia. Et alors, figurez-vous que quand j'ai dit à Driss, donne-moi la page où il y a le début de l'aventure, elle dit, qu'est-ce que tu dis, le début de l'aventure? Toute ma vie avec Monia est une aventure. Voilà. 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 Alors, donc je ne vais pas revenir sur le grand-père, je te laisse le soin de lire le passage de la Mecque, etc. Moi, je voulais surtout lire pour le coffre, parce que c'est très important. Je m'arrêterai là, pour la première partie. Hein. Non, mais ne vous affolez pas, c'est pas long le reste. Je ne suis jamais très très long, j'espère. Je m'arrêterai là, non pas que je ne m'intéresse pas aux autres personnages, loin de là, mais parce que je veux laisser parler notre ami Driss, et parce que j'ai voulu, à travers ces quelques mots sur le grand-père paternel de Driss, rendre moi-même hommage à certains membres de cette famille que je connais personnellement et qui ont hérité, comme Driss, des beaux principes de ce grand monsieur, et qui sont les docteurs Driss Schlief, Lotfi Schlief, et celle qui restera toujours dans mon cœur comme un modèle de douceur, d'intelligence et d'honnêteté. J'ai nommé ma chère petite élève, Malim Schlief, qui est en France, je pense. J'adore cette petite, j'adore. Elle est à côté, là, au-dessus. Et pour mettre un terme à ce moment d'émotion, je vais, comme les inspecteurs, mettre un petit bémol à cette première partie, à savoir le trop grand nombre de personnages qui parfois obligent le lecteur à tourner et retourner les pages pour pouvoir s'y retrouver. Et moi, je ne me suis pas toujours retrouvée. Surtout avec ma petite patte. Bien. Alors, les voyages, voilà. Et maintenant, je passe à la deuxième partie, les voyages. Driss, qui a fait 2 fois le tour du monde, raconte ici ses premiers voyages. Là, je ne vais vraiment pas m'attarder, non pas parce que je n'ai rien à dire, mais parce qu'il le fera certainement mieux que moi. Une belle pirouette, hein. Oui, ben, c'est toi qui m'as appris. Hein. Driss, dans ce récit, nous fait visiter plusieurs pays. Le premier pays étant la France, où il est allé étudier. Ce qu'il dit sur Paris est ma Madeleine à moi, puisqu'il a réveillé en moi 1000 souvenirs, notamment le 115 boulevard Saint-Michel, où nous, étudiants maghrébins, nous nous retrouvions pleins de nostalgie et avec l'envie de refaire le monde. Merci Driss pour ce précieux souvenir. Et maintenant, je vais mettre tout de suite mon petit bémol, en reprochant à notre cher ami d'avoir privilégié la documentation sur l'émotion, contrairement à la première partie. Ainsi, cher ami, pourquoi me parler de la longueur du Gange au lieu de t'y plonger et de me donner tes impressions? C'est pas un atout. Pourquoi ne me parles-tu jamais d'une impression produite par une belle Indienne ou une Autrichienne? Et ne me dis pas que tu craignais les foudres de Monia, parce que je connais son ouverture d'esprit et son indulgence. N'est-ce pas, chère petite élève? Si, elle ne peut pas ne pas être ouverte d'esprit parce qu'elle a été mon élève. Je suis modeste, hein. Voilà. Quelle modestie, ma foi. Ah oui, très modeste, comme toujours. Bien. Alors, moi, par exemple, à la place de Driss, si j'avais raconté mes voyages,
Ben, j'aurais pas hésité à parler d'une rencontre ou d'un petit passement de cœur devant un bel Hidalgo, par exemple. Ou bien un petit café avec un Parigo sympathique. Oh, zut, j'ai oublié que mon mari était dans la salle. Excuse-moi, Mansofa. J'ai rien entendu, moi je suis sourd et muet. Bon, ça m'arrange très. Voilà, fini les reproches. Je vous donne mon dernier point de vue avant de céder la parole à Driss. J'ai découvert tout au long de ce récit un homme sensible, sociable, calme, mais parfois fougueux, timide, mais pas effacé, aimant la vie et tout ce qu'elle offre de beau. Un homme donc qu'on découvre à travers ce beau récit. Et si je n'ai pas tout dit, c'est parce que si lui a fait le tour du monde, moi, je n'ai pas encore fini de faire le tour de Driss. C'est dur de parler à ce moment. Alors, Sidri, c'est un constat après la lecture de ce livre, un livre qui vous ressemble, une autobiographie, un récit de voyage, mais surtout un travail d'investigation très cadré, un besoin de maîtriser les concepts et les mots, une écriture pédagogique qui s'adresse au lecteur avec un souci d'explication et de description surtout dans la deuxième partie de votre livre. En fait, on apprend beaucoup en lisant ce livre. On apprend sur vous, sur Bizerte, mais aussi sur le monde. Alors, moi j'ai une question. Pourquoi écrit-on un livre sur sa vie? Pourquoi avoir décidé de raconter votre histoire? C'est avant de répondre, مرحبا بالناس الكل، مرحبا بكم الكل، صحابي وحبايبي وأقاربي، زيد نقول سي Béchir Jabès, c'est un ami qui nous vient de Sousse. Béchir Jabès, il est docteur en psychologie en 1975, titulaire du diplôme d'entraîneur de football de la Fédération française de football. Bon, c'est quelqu'un qui a écrit plusieurs livres. C'est son dernier né, d'ailleurs, réinventé l'Olympique. Béchir Jabès, il يعرف l'étoile في les années 60 كان فيها l'étoile تاع بكري les deux شو اسمه les deux cousins قناطة وش اسمه لامين وحباشة وبن عمر والشبالي وسي بشير اللي في لي غوش نتاع سيت ايكيب. دونك مرحبا بكم الكل ورحبوا بيه سي ان امي جانا من غادي. يعطيك الصحة. ميرسي بوكو ليلى. Quant à la question ici, pourquoi écrire une autobiographie, c'est très simple. Ce n'est pas une idée qui m'est venue comme ça dans l'air. Je vais écrire ou raconter ma vie. C'est comme j'étais dans les affaires, aux finances, donc j'utilise le terme commande. C'est une réponse à deux commandes, tout simplement. Donc les filles qui n'avaient pas, qui ne vivent toujours pas à Bizerte, n'avaient aucune idée sur notre jeunesse, nos générations terre. Et quand elles nous voyaient parler, mes filles ainsi que mes petits-enfants et mes gendres, parler des histoires de Bizerte, à l'époque quand j'étais gosse, on a qui البول ونحكي واش اسمها هذيك البيتونك ونحكي على الكركاره ونحكي على الطياره ونحكي on parlait de beaucoup de choses. Elles étaient comme ça, elles se questionnaient de quoi s'agit-il. Alors elles m'ont toujours dit parle-nous de ta jeunesse. Donc c'est une question qui a perduré peut-être des années. Parle-nous de ta jeunesse, comment tu as vécu à Bizerte et tout ça. Il n'y avait pas les ordinateurs, il n'y avait pas la télévision, il n'y avait rien. Donc parle-nous de ta jeunesse. La deuxième partie, c'est un peu encore une autre commande de mes amis. Donc tous mes amis qui voyagent avec moi et avec qui je parle des voyages, des escapades et tout ça, me disent, la majorité, ils m'appellent Amdriss. Amdriss, parle-nous un peu des pérégrinations dans le monde, à travers le monde, les voyages, donc à la fin, je me suis dit, pourquoi ne pas le faire?
Donc je réponds aux enfants et je réponds aux amis, les adultes, donc voilà, c'est ce que j'ai fait et ça reprend un peu l'histoire de Bizerte et l'histoire de mes voyages, voilà. Si j'ai bien répondu. D'où le titre Racontez-nous ta jeunesse et raconte-nous ta jeunesse et tes voyages. J'ai encore quelques questions. Alors, affaire, découverte de son environnement ou d'un environnement lointain. Dans votre livre, le voyage revêt des formes multiples. Une découverte d'un espace géographique proche ou lointain, mais aussi d'un périple intérieur. Je reprends des mots du titre de votre livre. Alors, racontez-nous le voyage intérieur que l'écriture a initié. Bon, le voyage intérieur, c'est un peu la recherche que j'ai faite pour produire un peu ce récit. Le problème, c'est que le voyage intérieur, je l'ai fait à l'âge de 73 ans, donc un peu en retard, pour revenir à ce que j'ai vécu il y a 70 ans, 65 ans. Donc, je suis revenu un peu à mon histoire et surtout, je voulais rendre hommage à ma famille et mes grands-parents, mes aïeuls et tous les gens qui ont été là à l'époque où je n'étais pas encore né, mais s'ils n'avaient pas été là, je ne serais pas là aussi. Donc le voyage, non seulement il a commencé avec la famille, mais il continue avec les voyages aussi. Alors moi je vais faire comme Né, là je vais lire quelques extraits et vous poser par la suite deux questions. On ne prend pas les mêmes. Alors je vais lire page 245 de votre livre. C'est presque la fin là. Oui. À ce moment, j'avais presque oublié l'histoire de ma valise. Et pendant que j'ai discuté avec mon épouse, je jetais un coup d'œil distrait sur l'avenue, à travers la grande baie vitrée. Mon regard s'arrêta sur une voiture de taille moyenne qui se carrait entre deux autres dans un espace très limité. Le conducteur semblait bien s'en tirer. Je le vis ensuite sortir de sa voiture, ouvrir la malle et en tirer une valise. C'était à cet instant précis que tout m'était revenu et je reconnus ma valise. Il était exactement 20h45. Je bondis de mon siège et dis à mon épouse « Regarde, voici ma valise qui arrive. » Alors je vais lire un deuxième extrait et vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi ces deux extraits-là précisément. Deuxième extrait à la page 324. Alors, heureusement que ce spectacle prit fin à l'entrée de la ville qui s'avéra par la suite une capitale intéressante. Le taxi me déposa à l'hôtel en plein centre-ville. Il était minuit et demi. Le veilleur de cet hôtel 3 étoiles me reçut et me remit la clé d'une chambre qui se trouvait au 6e étage. La chambre faisait face à la sortie de l'ascenseur. En y pénétrant, je découvris plutôt une cellule avec un lit d'une place, une fenêtre carrée de 30 cm de côté, une moquette déchirée, de la peinture sèche déversée par terre, des fils électriques sortant de toutes parts, une lumière très faible, de la poussière partout et une odeur insupportable se dégageant de la minuscule salle de bain où l'eau coulait de tous les joints du lavabo à côté duquel était déposé un balai, des brosses et des serpillières. Quelle misère! J'atterrissais à la capitale du Pérou, Lima, et bon, je laisse à mes amis découvrir un peu ce passage-là, mais c'était la chambre qu'on m'avait réservée par erreur, parce que par la suite, le lendemain, tout a été rectifié et j'ai même été largement récompensé. Justement, parce que en fait, malgré les épreuves que vous avez traversées, vous en tirez que du positif. Et c'est, en fait, ça vous ressemble, si j'ai dit. C'est très simple. J'ai eu beaucoup de chance, c'est tout. Donc, pendant 74 ans, je n'ai pas eu de graves problèmes, même
comme je l'ai dit, j'ai évoqué aussi un passage à Petra, en Jordanie, qui ressemble un peu à ça. Mais j'étais tombé dans une difficulté énorme, comme la Chambre du Pérou. Mais franchement, j'ai pas eu de graves problèmes, et tous les problèmes, comme on dit, se sont terminés dans la bonne humeur. Peut-être parce que moi aussi, au départ, quand il m'arrive d'avoir un problème, c'est que j'essaye de le gérer d'une manière calme. C'est un peu la réponse et tout. Mais franchement, jusqu'à présent, Dieu merci, je n'ai pas eu de problème grave. Ça a toujours bien fini dans toutes les histoires de ce genre-là. Une dernière question, avant de céder la parole à notre fille Rahma. Alors, vous avez cité, je pense, tous les bouchers de Bizerte de l'époque. Alors, pourquoi ce choix? Pas ceux de bijouterie. Pas ceux de bijouterie. Je raconte ma jeunesse. Il est tout à fait normal de parler des gens, des lieux, des endroits, des personnes qui étaient dans mon entourage et que je fréquentais pendant cette petite jeunesse. Donc, j'ai vécu dans deux endroits bien connus, Jazarim, parce que mon père était boucher, donc j'étais dans le quartier Jazarim, où il y avait une cinquantaine de bouchers dans le quartier, les boucheries, et puis Rongotchov, donc le quartier où la famille vivait. Et en remontant un peu l'histoire des bouchers, parce que ça m'a vraiment pris beaucoup de temps dans ma jeunesse, en revenant un peu aux bouchers, j'ai voulu leur rendre hommage aussi et donner les noms de tous les bouchers, ils étaient peut-être une cinquantaine, qui étaient là concentrés dans le quartier de la boucherie. C'est une façon de rappeler aux gens, aux familles de Biziac, par exemple, quand je prends une famille à Azir, je sais qu'il y a la famille à Azir, que dans la famille à Azir, il y avait des bouchers. Donc, exemple, je l'ai dit, donc j'ai voulu remettre en place, quelque part, les noms des bouchers qui existaient là. Et tant que j'y étais, pendant des années, j'ai voulu nommer ces familles-là. Voilà, c'est un hommage que je leur rends et je rends à la boucherie de Bizerte de l'époque et d'aujourd'hui. Rahma, c'est ma fille, elle est donc peut intervenir. Merci. Bonjour tout le monde. Merci d'avoir assisté à cette présentation. C'est une fierté pour moi et pour toute la famille. Une fierté que je présente le livre de mon propre père, déjà. Et une fierté pour le livre et pour je ne sais pas si je vais être neutre en parlant de ce livre. Ça va être difficile. D'abord, je vais rebondir sur ce que vient de dire Nadej. Pourquoi une autobiographie? Comme a expliqué mon père, c'était suite à notre demande, à notre insistance. Et puis, je ne vois pas pourquoi il n'écrirait pas une autobiographie avec tout le bagage dont il dispose, avec toute la lucidité d'écriture, avec son style de rédaction, avec tous ses souvenirs, avec toute son histoire de famille, toute son histoire personnelle, toute cette richesse, je veux dire. Donc, je ne vois pas pourquoi il n'écrirait pas une autobiographie avec toute cette richesse en dedans. Ensuite, donc en lisant ce livre, je vais dire que je l'ai lu en 4 nuits blanches. Il y a eu un record de la part de quelqu'un d'autre en 24 heures. Oui. C'est jamais. Bravo. Bravo. Je ne sais pas comment vous avez fait, mais je suis admirative en tout cas. Un bon lecteur, il ne lâche pas ses livres. Pas autre chose à faire. Donc 4 nuits blanches, mais je ne pouvais pas arrêter. Je pense que ça sera le cas pour plusieurs d'entre vous. Pour moi, c'était un livre addictif.
Je n'ai pas pu m'arrêter, je n'ai pas pu m'empêcher d'exprimer mon émotion. J'ai pleuré à plusieurs reprises, franchement. C'est tout à fait normal. Genre, c'est émouvant, c'est attachant. Vous verrez dans la première partie, là où il raconte l'histoire de famille, l'histoire de Bizerte, la bataille de Bizerte. Il y a même la Deuxième Guerre mondiale, là où il a évoqué ses grands-parents, ses arrière-grands-parents. C'est une histoire attachante, émouvante. Il y a des personnages qui vont vous plaire, que j'ai aimé personnellement, que je ne connaissais pas, mais que j'ai connu et aimé à travers ce livre, qui font partie de ma famille et des amis de mon père. Il leur a rendu hommage, il leur a exprimé sa gratitude, sa reconnaissance pour tout ce qu'ils ont représenté pendant sa vie, pour tout ce qu'ils lui ont apporté. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Mon nom a été cité aussi, celui de ma famille aussi, donc c'est un honneur pour moi de faire partie d'un bouquin ou d'un livre qui sera dans les bibliothèques un jour. Donc si ces personnes étaient vivantes, elles auraient apprécié cela aussi. Vous allez le dire, 300 et quelques pages, ça ne se résume pas à quelques mots quand même. Donc ça, c'était la première partie. Vous y découvrirez des personnes, comme j'ai dit, attachantes, comme Aziz Dimostra, comme a dit Madame Leïla. Une personne extraordinaire, comme Am Abbas, que toute la famille connaît, qui va vous marquer. Et donc, mon père s'est inspiré. Il s'est inspiré pendant sa vie et ils m'ont vraiment marqué. Alors, vous découvrirez aussi plusieurs personnages faisant partie de son quotidien, comme des bouchers, comme son coiffeur, même comme ses enseignants, comme ses amis du quartier, ses amis du café, qui sont peut-être là. Vous allez les apprécier aussi parce qu'ils ont marqué sa vie et parce qu'il en parle avec émotion et avec gratitude. Alors, pour la deuxième partie, vous aviez parlé aussi de voyages, de rencontres, d'aventures, de mésaventures aussi. Mais il ne raconte pas uniquement ses voyages pour citer les monuments visités ou les villes visitées. Pour chaque pays, il va vous parler d'histoire, de tradition, de gastronomie, de monuments bien sûr, de culture, de religion. Et vous aurez l'impression de vivre le voyage avec lui en fait. C'est tellement bien décrit que vous aurez l'impression d'être en sa compagnie. La partie voyage est très bien décrite aussi sur le plan date, précision, heure. Il note même les heures de ses vols, les heures du train, le numéro de chambre, le numéro de rue, de maison. En tout cas, ça reflète son sens du détail et ça reflète une grande partie de son caractère qui est la rigueur, la précision, la ponctualité. Voilà, ça c'était la partie voyage. Donc globalement, c'est un livre, comme j'ai dit, attachant, détaillé. Ne vous ennuyez pas en lisant les détails parce qu'ils sont tous importants et ils vont servir dans la suite du récit. Je vous laisse découvrir les détails de vous-même, je vous laisse apprécier le Driss de vous-même, un Driss qui commence enfant et qui finit à l'âge adulte, à 72 ans. Le Driss enfant m'a moi-même impressionné, je l'ai découvert, je l'ai connu, je l'ai aimé, encore plus. C'était plutôt un enfant attachant, un enfant dynamique, un enfant hyper sociable, et il l'est encore. Un enfant avide de culture, de découverte, d'aventure. Un enfant responsable et mature. Et ça a continué pendant son adolescence et pendant son âge adulte. Et c'est comme ça qu'il nous a éduqués. Bravo papa. Merci papa. Peut-être le prochain livre. Il y a des questions. Moi, j'en ai intervenu. Bien sûr. Je prends un bras là.
répondra à la question. Prochain livre, il est en cours. Et comme j'ai fait 2 tours du monde en 2010 et en 2017, il y avait avec moi, bien sûr, mon épouse et l'inévitable Abdelaziz qui a fait des tours. Donc, j'en parle longuement. Et au début, je me suis dit, je m'arrête là jusqu'à 2009, parce que le premier bouquin s'arrête à 2009, à la veille de mon premier tour du monde. Donc, le deuxième, je suis en train de réfléchir un peu sur le titre, mais ça va être sûrement, il doit y avoir une grande partie concernant les 2 tours du monde et les voyages intermédiaires entre les 2 tours du monde. Et je parlerai de beaucoup de gens qui ont vécu avec moi à cette période-là. J'évoquerai beaucoup de personnes qui sont chères à moi, dont plusieurs nous avaient quittés. Et je parlerai sûrement de mon engagement environnemental, mon engagement dans l'association pour laquelle que je dirige aujourd'hui et dont j'étais un parmi les fondateurs. Donc ça sera un mélange de mon engagement. Je parlerai aussi du sport parce que j'ai fait au moins une 40aine de semi-marathons, dont 17 à l'étranger. Donc j'ai participé à plusieurs semi-marathons. La part du sport sera là, très importante, avec mon engagement de citoyen. Ça va être un citoyen du monde, peut-être comme titre, un citoyen au cours du monde, un citoyen qui a fait les 2 tours du monde, ma vie, ma retraite active peut-être, donc je n'ai pas déterminé définitivement le titre, mais ça va être la suite de ce premier ouvrage. Voilà. Merci beaucoup. Dans quelques questions. Oui, bonjour tout le monde. Rahma, tu as dit, tu as commencé par dire de t'excuser un petit peu en disant j'espère que je serai neutre. Non, Rahma, il ne faut pas être neutre, au contraire, parce qu'on parle de sentiments. Et qui dit sentiment dit subjectivité. Il faut revendiquer cette subjectivité. C'est ton père, c'est un ami, un père, un frère pour toi et pour toute la famille. Donc, c'est très bien ça. Sinon, Driss, il est connu parmi tous les amis qui sont là, qui l'ont côtoyé. Il a une mémoire, on peut dire une mémoire d'éléphant, une mémoire incroyable, un souci du détail. Driss, il connaît parmi les gens qui sont ici, il connaît votre mère, votre père, quand est-ce que votre soeur s'est mariée, avec qui, où elle a habité. C'est incroyable. C'est incroyable. Alors, oui, tu confirmes? Oui. Alors, ma question, Driss, est-ce que pour ce livre que tu as parlé au début du livre, tu as essayé de séparer récit de voyage et autobiographie? Bon, la frontière, elle est floue entre les deux, mais tu n'as pas insisté, mais c'est bon de faire ça. Mais est-ce quelle est la part, quand on écrit un livre si tard dans la vie, quelle est la part de la mémoire, quelle est la part de ce que tu as écrit, peut-être, est-ce que tu as écrit, est-ce que tu avais des notes, par exemple, lorsque Rahma dit que tu notes le numéro de telle chose ou telle chose, c'est la mémoire ou bien c'est un écrit? Et là, la réponse est très très importante parce que la mémoire nous trahit. Et quelle est la part du rêve dans ce que tu as écrit? Peut-être que tu as écrit sur des choses dont tu rêvais, qui n'ont pas eu lieu, mais tu rêvais comme si tu les avais vécues, comme tu es le chef, ton propre chef, et personne n'était à côté de toi pour te dire attention, ne fais pas ceci ou cela. Donc, est-ce qu'il y a une petite part de ça dans ce que tu as écrit? Un petit peu comme la discussion qu'on a eue autour du livre autobiographique de Saad Bougara, qui est avec nous ici. Vous rejoignez donc pour beaucoup de choses. Voilà. Comment tu as partagé, comment on peut prendre ce que tu as écrit dans à ces différents niveaux. Et merci.
Vas-y, vas-y. Mais c'est très simple. De toutes les façons, ma vie est un rêve. Donc, avec de l'autre ou sans l'autre, pour moi c'est un rêve. Je suis en train de rêver depuis 74 ans. Donc, là, je l'ai écrit il y a une année. Et pour moi, c'est un rêve. Et l'histoire, elle se renouvelle. Donc, pour moi, comme pour toutes les personnes qui vivent. Mais la part du réel, elle est majoritaire. Il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que tous mes souvenirs, d'abord, je n'ai pas de notes. Je n'ai aucune note. Le jour où j'ai décidé d'écrire, j'ai commencé à me remémorer. D'ailleurs, tu l'as dit toi-même, j'ai une mémoire d'éléphant. Donc, cette mémoire d'éléphant, je l'ai mise à l'épreuve. Donc, j'ai commencé par réfléchir et par me souvenir de toutes les histoires. Et quand on se met dans ce contexte-là, en revenant un peu à ce que nous avons vécu, les choses reviennent d'elles-mêmes. Donc il y a des choses qui m'arrivent. Je pense à mon grand-père Mostafa. Au début, je n'avais qu'une seule anecdote. Mais après, en réfléchissant, j'en sors d'autres. Et j'en ai d'autres. Je vais en parler dans le deuxième bouquin. Ça me vient. Peut-être d'ici là, j'aurai d'autres. Et l'histoire, donc, elle se renouvelle, elle se perpétue. Et l'essentiel pour moi, c'est que j'ai dit la vérité. D'ailleurs, je le dis, je n'ai pas imaginé des choses, il n'y a aucune imagination. La seule imagination, je l'ai traduite dans le réel. Il n'y a rien à faire. Tout ce que j'ai dit, d'ailleurs, je l'ai écrit. Je l'ai dit que ce sont des choses vécues. Et je ne peux pas parler de une bonne partie du livre concernant mes grands-parents. Je ne peux pas parler d'eux en rêvant. Donc je parle d'eux selon ce qu'ils m'avaient eux-mêmes, comme Aziz Mostafa, n'a jamais cessé de me parler de beaucoup de choses à l'âge de 8, 9, 10 ans jusqu'à son départ quand j'avais 12 ans. Donc tout ça, c'est du réel. Je veux bien rêver. Mais pour le moment, je ne suis que dans le réel. Voilà. Merci. Moi, je vais commencer d'abord par remercier tout ce beau monde là qui s'est déplacé, donc, qui a pris l'appel de venir rencontrer Délice. Remercier Délice également d'avoir accepté ou pensé à présenter son livre à l'Alliance française. C'est un honneur pour nous et donc pour toute l'équipe. Moi, je voudrais enchaîner sur la question d'Abia parce que Abia me l'a prise de la bouche. Moi, j'avais effectivement te poser la question est-ce que tu avais pris des notes à chaque moment de ta vie, parce que c'est toute ta vie que tu racontes là, et à chaque voyage ou pas? Et tu as répondu. Mais j'avais en moi-même un semblant de réponse, parce que ce que tu décris est matériel, donc réel. Quelque part, c'est effectivement le réel qui domine. Mais je voulais quand même aussi avoir ton sentiment sur ça. Moi, ce qui m'était donné de proposer un titre, si quelqu'un de l'extérieur pouvait mettre un titre sur un ouvrage. Moi, je t'aurais proposé raconte-nous de ta richesse. C'est toute une richesse que tu nous donnes là, l'occasion donc de lire. Ou alors, je t'aurais proposé, et là, toi, tu l'aurais écrit toi-même, raconte-nous Bizerte et raconte-nous le monde. Parce que je nous raconte Bizerte dans toutes des pages. Sincèrement, Rahma avait dit que ce livre, on ne pouvait pas ne pas le lire d'un trait. Moi, je n'ai pas voulu le lire d'un trait, parce que pour moi, ce livre constitue réellement, et ce n'est pas du tout parce que Délice est un ami, un grand ami, mais parce que c'est une réalité. Je trouve que ce livre est une encyclopédie. Et à chaque fois où j'aurai besoin
de me rappeler certaines choses, de me replonger dans Bizerte, de connaître les familles de Bizerte. C'est dans le livre de Élise. Si j'ai besoin d'aller chercher à connaître quelqu'un, Pékin, connaître la Thaïlande, connaître le Cambodge, etc., c'est dans le livre de Élise que j'irai parce qu'il raconte les choses avec énormément de détails et de précision. Franchement, je pense que c'est aussi un livre de géographie. C'est un livre d'histoire, un livre de géographie. Et quand on rassemble tout ça, c'est une chose. Bravo, Denise. Et après ça, vraiment tu nous as régalé avec ce livre. Je pense que j'aurais personnellement à me régaler à chaque fois que j'aurai besoin de me plonger quelque part dans Bizerte, quelque part dans le monde, et d'oublier, parce que une des rares choses qui m'arrive, honnêtement, je le dis, c'est pas une mauvaise chose, c'est pas une bonne chose non plus, c'est que lorsque je lis, lorsque je travaille, je ne suis jamais coupé entièrement de l'extérieur. Il y a toujours quelque chose qui fait attention à l'extérieur. Moi, quand j'étais président du sport de Libertin, mes amis m'appelaient 3 ans en 1. Pourquoi? Parce que j'écoutais, je notais ou je signais et j'avais autre chose à faire. Donc, et c'est une des rares fois où il m'est arrivé de ne pas d'oublier complètement l'extérieur et de me plonger dans le livre et d'être entièrement dans le livre et avec toi et avec Bizerte et avec le monde. Merci encore une fois, Zélis. Voilà. Merci. Cédric, félicitations pour votre... بالله خلينا نتكلم بالعربي خير خير ما نقعد نلوج في فوتر ما يسالش بالعربي من اذاعه اوكسجين وجريده البيان. Je ne sais pas si ça peut vous dire quelque chose, mais surtout mon émission radiophonique intitulée surtout الحصه الاذاعيه نتاعي اللي في اذاعه اوكسجين فخر بكري، وتوا بدلناها رديناها سهريه مع شخصيه، وانا كان لي شرف الكبير برشا اني استضفت خويا ادريس الشريف في واحده من الحصص نتاع فخر بكري. ردوا بالكم كي نقول فخر بكري مش معناها كالقدم والمطيحين لا لا لا، مازالوا واقفين على ساقيهم وعندهم ما يفيدوا المجتمع، واما طون ils ont dépassé les années 60 plutôt معناها فاتوا ال60 من العمر. على كل حال انا اللي حبيت نقول في الكتاب هذايا est-ce que vous avez parlé de votre enfance réellement كيما حكيت لنا اللي نحن في البرنامج بتاعنا. ثم اذا كان باش تحكي ولا حكيت على الانفونس، علاش في العنوان حطيت معناها راكونت نو فوتر جونيس ولا تا جونيس اي تي فواياج. مو ابدا بالانفونس نتاعك، خاطر في الانفونس نتاعك انت حكيت لي قلت لي فما ليسبري دو جيد اللي كان عندك منذ الصغر والسبري دانفستيسور اللي عندك منذ صغر. ونذكرك في حادثه انت حكيتها لي، قلت لي وقت العطله في وسط الدار نتاعكم في السقيفه نتاع داركم كنت تجمعك المجلات القدم والقصص القديمه وتعمل فيها معرض صغير في داركم، ويجي ولاد الحومه ويشريوا من عندك بالدورو وبالعشره وتخبيك الفلوس هذيك باش تعاود تشري بها مره اخرى. اللي حبيت نقول من خلال الحاجه التذكير بالحادثه هذه انه ليسبري دو ليدر اللي عندك من الصغرى، ليسبري دانفستيسور عندك من الصغرى، ويا ريت لو كان نرجعوا توا ونجبدوه في المؤلفات نتاعنا ونحكيو فيه، نحكيو عليه للصغار ولادنا اليوم اللي معملين علينا نحن في حتى في قهوه وفي كاسيه وفي سيجار وفي 10 دينارات، معملين علينا في كل شيء. اور قبل الصغير فينا اللي ما عندوش ما يعمل وعنده بوه يخدم في العطله يمشي يخرج يخدم مع بوه، مش باش يحط في مكتوبه، بالعكس باش يعاون بوه. ولهذا حبيت نركزوا شويه في الجانب هذايا. مانيش عارف هل الكتيب نتاعك يا لندرا مذكور فيه هذا الكل ولا لا. بتاتر كو في العنوان الثاني ممكن ترجع لنا شويه للانفونس، خاطر بنزرت لي زاني 60 بنزرت لي زاني 50
بنزرت لي زاني 70 ني با دي تو بنزرت نتاع 2000 و 2010 و 2020 واللي احنا نعيشوا فيها توا. دونك والجينيراسيون تاع بكري عمرها ما كانت الجينيراسيون تاع اليوم. باش تقولوا لي الجينيراسيون تاع اليوم طيار عليكم، راه عندهم الانترنت وعندهم كل شيء. باش نقول لهم نحن الجينيراسيون القديمه رانا عندنا الفكر وعندنا العمل بالساعد وبالعقل، والحمد لله هاو تشوفوا فيهم الاغلبيه نتاعهم لاشعين في حياتهم. شكرا. باش يجيو بصح. بون انا كيما باش نقول لك كيما يتوني وقت قلت قالوا لي فما كتاب نتاع ادريس نستنى في كتاب ب1000 ورقه. مين والله بالحق جو ماتوندي نعم je m'attendais sincèrement je m'attendais à mes connaissant Driss avec le détail du détail du détail du détail, je m'attendais à 1000 pages et plus. سمعت ويكا هاني سمعت ويكا فما كتاب اخر. اوكي Bon, il y a beaucoup de remarques que alors la mémoire prodige. في الباج 23-24 وقت اللي تحكي مع اللوتيلي نتاع الغيث سي اون ديمي باج. اسكو cette demi-page tu t'en rappelles depuis 20 ans notamment والمتراج نتاع الباركينغ معناتها سي الو انا دخل ما بين شريفه وصنيخه ورشيده ما نجمش نشد بيه يا رحمه انا نعرف تغيروا مشينا مع بعضنا برشا فياجات. الو ما نجمش نشد نقعد ونعاود نرجع يا ربي شكون يصنيخ شكون مرتك شكون حسينو mais c'est très agréable, c'est quand même assez agréable. Alors le petit reproche c'est que ساعات monsieur chiffre يغلب على الدنيا كل ساعات تشد لي شيفر وتشد Mon financier. J'ai travaillé avec lui un certain moment في l'association. Alors اللي ما لقيتش روحي معاه tellement il est strict tellement يلزمك تتكلم وقت اللي يلزم تتكلم وما avec ma spontanéité ما لقيتش روحي يلزمك تمشي هكا يلزمك هكا منظمه مريقل في كل شيء اي alors en lisant j'ai compris qu'en fait il a presque hérité ça parce que ses aïeux sont pareils. هو زاد شويه ظهر اما في بنزرت كتحبوا على عمده اسمعني انا وقت اللي قريت بديت انا ما قريتش برشا راهو ما نجمش خاطر انفزعت في العباد وفي حسيلو ان شاء الله نكملوا مي انا اول حاجه جات لي مخي انه الكتاب يلزم زوز كتب اول حاجه كما قال عبد الواحد والبارتي الثانيه يلزمها تكون جوستومون سيتويان دو موند. انا كتبتها هذه دبي ملي جاني كتاب فهمتني يعطيك الصحه عبد الواحد يعاونني حسيتو انا توا فهمت لو رابور على la mort chez Driss وقت اللي الفاز هذيك مدام ليلى بن حربي انا سعيده على je suis désolée. Merci, pas pour l'instant. En tous les cas, moi maintenant que j'ai compris quel est son rapport par rapport au décès et à la mort, en lisant, c'était très impressionnant. Merci beaucoup. Alors, je pense que avec tous ces voyages, s'il n'a pas vieilli, quoique mais on me en fait, parce que moi je pense que chaque voyage est une renaissance. السلام على الكل. خاصة شكرون
اصلي شكرا. انا من الناس اللي الاولانيين اللي قريتوا الكتاب تاع ادريس يعني وشجعته بالاول واحد كل شيء وخاطر نعرف الكرير ليفر سي با ان جو. الكرير ليفر فريمون سي كيلكو شوز دو تري امبورتون سورتو معناتها فيه لونجاج فيه فما معناتها لي زيستوار كومون يفو لي كلاسي فما خدمه كبيره برشا راهو فيه. وانا جو vous dis félicitations, je le côtoie معناتها régulièrement tous les jours معناتها ادريس ونعرف انا معناتها لامبورتونس تاعو ادريس وخرجنا مع بعضنا خرجات ونعرف الخارج دونك سي ان لوم فريمون سي ان ميريت معناتها تري امبورتون ويعطيه الصحه سي ادريس وحبيت نشكره برشا. الحاجه اللي نحب نقولها في الكتاب معناتها ورشه هيكم ما جبدوش عليها هي لا غير دو بيزيرت. يعني لا غير دو بيزيرت جبدت عليها لي 3 جور دو لا غير دو بيزيرت ومعناتها نجم نقول لك 4 جور شوف يعني الى سيتي دي شوز معناتها اللي فريمون انا جافي 4 سو مومون والله الدموع هبطت في عيني كنت اقرا في ليسور هكا وقتها ومعناتها حاجات خاطر جو مو سوفيان معناتها كله رجعت لي ليماج ريتروسبكتيف معناتها ومعناتها فما حاجات حتى لي زيستوريان ما جبدوش عليهم sur le nombre des morts. Donc elle j'estime que c'est le paragraphe, après les voyages, après la famille, c'est le paragraphe qui est le plus important بالنسبة ليا. بارك الله فيك سيدي.
que de